Bon, merci beaucoup de l'invitation. On a un peu envoyé quelque chose au dernier moment. En fait, on ne s'était pas rendu compte de ce qu'on avait fait. Je vais vous expliquer un peu le contexte. Et puis, il y a 3 semaines, on s'est dit, j'ai dit à mes co-éditeurs d'un numéro spécial, que sont Philippe qui est là et Géraldine qui ne pouvaient pas être là. Je leur ai dit, mais en fait, on a un papier où on a un truc sur l'histoire de la pensée managériale. On s'en est rendu compte tardivement. En fait, on coordonne un numéro spécial de la RIPCO pour faire un peu vite, art, esthétique et organisation, en tout cas sur, là où on en est aujourd'hui, dans ce courant-là, qui va vers d'autres perspectives. Et donc bon, on a des soumissions et des papiers qui sont sur cette approche-là, mais surtout, en fait, on a eu envie de faire des entretiens avec des acteurs un peu historiques, des chercheurs qui avaient, assez tôt, travaillé là-dessus. Et donc, on s'est réparti le travail. Moi, j'ai interviewé, Antonio Strati, avec, Sylvia Gherardi. Philippe a eu, la lourde, tâche d'interviewer, Pierre Guillet de Montoux, heu et surtout de retranscrire, derrière, ce qui est toujours une aventure avec Pierre. Et Géraldine, Schmitt a interviewé, Eve Chiapello, et on leur demandait un peu de revenir sur l'émergence de cette idée de regarder les questions esthétiques, les questions d'art en lien avec, l'organisation, le management. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en interrogeant ces 3-4 chercheurs-là, et puis en faisant un peu notre revue de littérature, plus que nous, on avait contribué sur le sujet, ben, on voyait émerger, on avait un peu cartographié, ça. Et donc en fait, là, ce que je vais vous présenter là, c'est une forme de frise chronologique et de cartographie qui a émergé au travers de ces entretiens-là et de nos lectures. On va faire ça a 2 voix. Je vais présenter le PowerPoint, et Philippe, m'interrompra quand il voudra pour compléter, ce que j'ai appelé, un peu rapidement, l'émergence, la reconnaissance et la légitimation d'une nouvelle approche organisationnelle. Donc je vais partager mon écran avec vous. Vous devriez voir le PowerPoint maintenant. Parfait. Alors bon, vous allez voir, c'est un peu, alors moi, je trouve que pour l'instant, la représentation est un petit peu, embrouillée. Géraldine, Schmitt, dans un moment plus, bienveillant, a dit que c'était rhizomique, mais c'est encore un peu, mais c'est difficile de cartographier l'émergence d'une approche et sa légitimation, progressive. Donc dans le premier entretien, était avec, Antonio Strati et Sylvia Gherardi. Alors je vais expliquer un peu, hein, la représentation là. Mais en gros, l'émergence progressive en briques, elle se fait, pour Antonio Strati, une première vraie reconnaissance, c'est, cet article de 92 que vous pouvez voir un peu, en haut en haut du rectangle, sur les travaux sur le symbolisme organisationnel, un article dans l'Academy of Management Review en 92, dans lequel il met, vraiment en avant cette idée d'étudier les aspects esthétiques de l'organisation. Alors ce travail-là, il émerge de tout un fourmillement de travaux à cette époque, beaucoup en Italie, mais pas seulement, autour des conférences, SCOS, donc Standing Conference on Organizational Symbolism, dans lequel il travaille là-dessus et dans lequel avait déjà émergé 2 ans avant un bouquin très important qui est coordonné par, Pasquale Gagliardi en 90, qui s'appelle Symbols and Artifacts, dans lequel déjà on avait des éléments d'esthétique, mais qui ne seront réellement formalisés qu'à ce moment-là. Ça émerge dans un projet de recherche auquel Antonio et Sylvia, donc Strati et Gherardi, participent, où ils étudient, un changement organisationnel au sein de leur université, et ils commencent un peu à publier là-dessus. Et Antonio le dit lui-même, quand il faisait des entretiens, les gens utilisaient un vocabulaire très esthétique. C'était beau, c'était formidable, c'était sublime, ça faisait rêver. Et donc il a commencé à creuser, hein. Il dit lui-même, il avait une pratique artistique, en parallèle, mais que la thématique esthétique s'est quasiment imposée à lui, dans le cours de cette recherche. Et donc
jusqu'en 96, de ces groupes de travail de la Standing Conference on Organizational Symbolism et de ce projet de recherche de Strati et de Gherardi, émergent progressivement des travaux qui vont de plus en plus mettre l'esthétique au cœur de ce travail-là, avec différentes étapes qui vont marquer et qui vont devenir des références un peu classiques, et notamment le travail aussi de Pierre Guillet de Montoux, que vous pouvez voir un peu au centre à droite, au sein de la conférence COS, hein, parce que je disais, il y avait beaucoup d'Italiens, mais ça n'était pas que italien. Et le vrai point d'orgue de ça, c'est quand Sage propose à Antonio Strati, en 98, d'écrire un bouquin vraiment sur organisation et esthétique, qui donnera son fameux, en 99, son fameux Organization and Aesthetics, qui derrière aura beaucoup d'influence. Mais voilà pour l'émergence du côté de Antonio Strati et de Silvia Gherardi et de ce versant SCOS et italien. Voilà. En parallèle, Géraldine Schmitt a interviewé Eve Chiapello, qui, elle, donne l'émergence dans une autre tradition qui est beaucoup plus centrée sur les bouquins, notamment. Et pour elle, donc son célèbre artiste versus manager. Et dans les références qu'elle mentionne spontanément, celle qui a l'air d'être une des plus importantes, c'est Baker en 82 avec Art Worlds. Elle présente vraiment un lien de cohérence entre son bouquin, sa recherche sur artistes et managers, avec tout le lien avec le contrôle de gestion aussi, hein, qu'elle a étudié, vers le nouvel esprit du capitalisme. Et elle mentionne aussi dans cette constellation le bouquin de Menger sur le portrait de l'artiste en travailleur. Alors spontanément, dans l'interview, elle ne fait pas de lien direct avec les travaux de Strati et de Gherardi. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, le lien se fait très naturellement et spontanément quand Philippe est allé interroger Pierre Guillet de Montoux en lui demandant, pareil, ses influences. Et là, quand on rajoute Pierre à l'intérieur de ça, les choses commencent à se connecter. Donc, Pierre Guillet de Montoux commence assez tôt à s'intéresser à l'esthétique, hein. Si vous regardez en haut à gauche, en 88, il publiait déjà chez l'Harmattan un bouquin sur esthétique du management. Lui, son bouquin vraiment influent, c'est en haut à droite, Montoux 2004, hein, c'est Art Firms, mais qui, quand on le regarde et quand on regarde sa bibliographie, est très lié aux travaux d'Antonio Strati. Et d'ailleurs, ils ont bossé ensemble, hein, vous pouvez le voir au centre. Là, ils ont fait un numéro spécial dans Human Relations et un numéro spécial dans Consumption Markets and Culture en 2002. Donc, ils ont eu une année très active éditorialement parlant, qui informe très directement et très formellement la bibliographie de Art Firms. Donc, Pierre fait un peu le lien avec ça, notamment parce que maintenant il travaille sur ce qu'il appelle Curating Capitalism, dans lequel il amène tous son travaux dans Art Firms, tous ses travaux en lien avec le versant SCOS, hein, parce que vous vous rappelez que déjà, si vous regardez en bas à gauche, en 96, il avait écrit un texte au sein de cette communauté-là. Mais il le lie lui aussi avec le capitalisme, le nouvel esprit du capitalisme, et il cite explicitement cette branche-là. Donc, Pierre fait le lien entre ces écoles-là, entre guillemets, et ça donne aujourd'hui, alors là, plus récemment, tout un ensemble de travaux autour d'articles, mais maintenant que les bases sont posées, c'est aussi beaucoup de numéros spéciaux, de bouquins coordonnés. Ils ont fait un numéro spécial dans le Scandinavian Journal of Management, Gherardi et Strati. Enfin, toute cette constellation-là, maintenant, devient une bibliographie pas figée, mais très stable pour qui veut avancer une approche esthétique. Et vous avez la Art of Management and Organization Conference, par exemple, qui entretient cette communauté-là chaque année, ou je crois que c'est tous les 2 ans de mémoire. Et alors, spontanément, il y a une série de références qui manquent là-dedans, et Philippe l'avait remarqué tout de suite, et qui en fait n'apparaît que rétrospectivement, c'est-à-dire elle n'était pas directement mentionnée
dans les entretiens, mais quand on regarde les publications, on se rend compte, sans vouloir être trop chauvin, que les Français n'étaient pas totalement absents de ça, et que à la fin des années 80, autour de la revue Dragon, il y avait eu un numéro spécial de Bengozzi en 87 sur Art and Organization, dans lequel il y avait deux papiers qui sont très régulièrement cités, un de Dego et un de Ramirez. Mais en fait, dans cette revue, autour, il y a aussi d'autres papiers et d'autres références. Mais en fait, si on revient à Strati 92 dans l'Academy of Management Review, si on regarde le bouquin de Strati en 99 dans Organization and Aesthetics, si on regarde les numéros spéciaux de Montou et de Strati, si on regarde le bouquin Art Firms, on se rend compte que en 87, il y a eu une première pierre qui était posée et qui avait énormément d'influence, en fait, qui a permis, qui légitime au fur et à mesure l'approche. Alors, si on essaye dans la cartographie de regarder quels sont les points nodaux, hein, vraiment importants, il y a ce numéro spécial de 87 qui légitime en partie une approche esthétique. Il y a ce bouquin de Gagliardi en 90 qui permettent un article dans une des revues les plus importantes du champ déjà à l'époque, qu'est l'AMR en 92. Donc là, à partir de ces idées initiales, Antonio peut assembler un article qui derrière va devenir une voie de passage dans les citations incontournable, puisqu'il y a un papier sur l'approche esthétique dans l'AMR. Le moment où vous commencez à avoir artiste versus manager de F. Chiapello et le Strati 99 Organization and Aesthetics, là, on sait qu'on a vraiment une première base qui est posée, qui est confirmée par le bouquin de Pierre en 2004 sur Art Firms, et qui derrière va donner la suite qui permet maintenant de dire qu'ils construisent sur quelque chose. Donc un peu rapidement, la cartographie donnerait une émergence jusqu'à ce qu'on ait en gros Strati 99, quoi, entre guillemets, qui dit ok, maintenant on a le bouquin qui pose et qui légitime chez Sage une approche. À partir de là, ça c'est, comme le dit Antonio lui-même, le moment où Sage vient le voir en lui proposant de faire ça, c'est la reconnaissance, quoi. C'est le moment où vraiment l'approche elle est légitime, et cette parenthèse entre guillemets de reconnaissance, elle inclut le bouquin de Pierre Guillet de Montou en 2004 sur Art Firms. Et à partir de là, en gros, vous pouvez facilement vous réclamer d'une approche esthétique des organisations sans avoir trop à vous justifier. Tout en haut à droite, vous voyez un de mes papiers qui n'est pas là parce qu'il est important, mais dont je voulais témoigner parce qu'en fait, dans cet article-là, à un moment après le premier tour de révision, on a dit, en fait, on s'inscrit dans une approche esthétique de l'organisation, et à partir du moment où vous pouvez citer Strati 92, Strati 99, Montou 2004, à partir du moment où vous pouvez mettre Chiapello, etc., et en fait, il n'y a aucun des reviewers qui a réagi en nous disant, mais c'est quoi cette approche? Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on est vraiment dans la légitimité. Vous pouvez faire un papier ou écrire un bouquin sur ce sujet-là sans avoir besoin de convaincre tout le monde. Voilà, c'est une approche qui existe et qui est assez légitime pour être mobilisé. Philippe, est-ce qu'il y a des éléments que Non, tu as été très complet. Je vais juste préciser une petite chose, deux choses en fait, par rapport à ce courant. La première chose, c'est que si tu peux revenir en enlevant les trois ronds à la diapo juste avant pour qu'on voit toutes tes petites cases, merci. Quand Johan a montré comment Pierre Guillet de Montou fait le lien et puis un pivot qui relie différentes branches du schéma, c'est d'autant plus vrai que si vous observez là, le petit carré de Montou 2004 avec Art Firms, vous voyez qu'il coïncide avec le moment où le bouquin Boltanski et Chiapello commence à être réinjecté. Et où auparavant, il n'est pas présent dans les études, dans cette approche esthétique organisationnelle. Une approche qui vient de la France, hein, sans être chauvin, effectivement, et de 87 avec Dragon et le numéro de Bengozzi. Cette approche critique politique, critique du capitalisme, qui n'est pas présente dans la SCOS, dans l'approche symbolique du départ. Donc il y a une articulation qui se situe. Alors Pierre Montou, il est d'une façon très particulière, mais il prend en compte cette articulation avec le capitalisme. Et puis, ça a permis donc d'injecter
d'enrichir à ce moment-là la question de l'approche esthétique en pouvant, ce qui est un peu l'objectif de notre numéro spécial, en se demandant qu'est-ce que ça transforme, cette approche, sur la vision libérale, capitalistique des organisations. Et le tout petit encart, c'est comme Johan tout à l'heure, il y a mon nom là en 2014, c'est pas parce que je suis important, mais c'est parce que je suis un exemple de ce qui se passe à ce moment-là. Donc, à partir de mon tout 2004, et c'est vraiment 2004, 2005, 2003, 2004, 2005, autour de lui, autour de quelqu'un qu'on retrouve aussi en bas du tableau avec Linstead en 1999, Linstead et Hupfel, on retrouve là quelque chose qui est assez spécifique à ce champ, qui est que, comme moi en 2014, à partir de Boltanski et de Pierre Guillemont-Montou, un certain nombre d'artistes entament des thèses en théorie des organisations. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que d'autres font. Donc, ils commencent en 2003, 2004, 2005, ils finissent plus ou moins vite. Les thèses sortent entre 2010, 2015, voilà, dans ces eaux-là. Et questionne cette approche à la fois très pratique, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc ça, c'est l'évolution. Qu'est-ce qu'on va en faire? Concrètement, ça change quoi? Et puis, qu'est-ce que ça pose comme question dans l'esprit Boltanski-Capello? Qu'est-ce que ça pose comme question politique de remise en question des mouvements, enfin, du capitalisme et du libéralisme? Voilà, ça, c'est une remarque. Puis la dernière, c'est que la légitimité qu'on a acquise dans ce champ, vous pouvez constater qu'on ne cite pas, parce qu'il n'y en a pas, une seule revue qui serait dédiée. Donc, elles sont citées avec Art of Management, la conférence Art of Management and Organization, qui est une conférence quand même assez fragile, qui n'a lieu que tous les 2 ans, comme disait Johan, qui n'est pas une grosse conférence comme RAM, par exemple. Et puis, les 2 petites revues qui sont associées et qui sont pérennes, enfin, il y a Organizational Aesthetic, qui a fait la suite de la revue Aesthesis, qui sont l'endroit où publient les acteurs essentiels du champ, mais qui ne sont pas des revues classées, qui ne sont pas des revues papier rankées, etc. Donc, voilà, c'est juste pour nuancer, il y a une légitimité qui reste un peu marginale et qui correspond peut-être au fait que c'est des approches qui ont un aspect critique. Et que cet aspect critique n'est peut-être pas devenu mainstream encore. Voilà ce que j'avais à préciser. Voilà pour notre cartographie rhizomique du champ. C'était très, très clair. Est-ce que personne aurait une question? J'aurais une question. Oui. Oui. Première question. Je n'ai pas vu, mais c'est peut-être vous considérez peut-être que c'est un autre domaine. La littérature qui porte sur l'art comme moyen de management education, puisque dans des revues de management education, il y a eu beaucoup d'articles sur le fait qu'on pouvait former des salariés, des managers grâce à des disciplines artistiques, tant par les critères autres que rationnels que l'art peut porter, que par les savoir-faire, les compétences personnelles, les skills que, bon, vous ne l'avez pas évoqué, mais peut-être que vous considérez ce domaine comme tout à fait différent ou... Je peux peut-être dire un mot là-dessus. Je considère que quand j'ai parlé tout à l'heure de l'arrivée des artistes dans le champ des praticiens, il n'y a pas que les artistes, il y a aussi, c'est un mélange avec les praticiens. Et effectivement, c'est le moment où on commence à intégrer dans cette approche quelles compétences ça peut donner, qu'est-ce que ça peut ouvrir, comment ça peut être mis en pratique. Et on aurait pu, mais c'est pas dans notre schéma actuellement, on aurait pu aussi raconter comment ça se relie à ce moment-là, mais que ça ne se reliait pas dans tout ce qu'a raconté Johan avec les courants des art-based research, qui, eux, sont nés plutôt dans le champ thérapeutique, et en particulier de la psychologie. Et donc ça, c'est pour ça qu'on ne le met pas là. C'est un courant différent qui, lui, était très, très, très focalisé sur qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça aide, en quoi ça apporte, en quoi c'est du care, en quoi c'est de la compétence. Ça apparaît maintenant dans le champ par ce biais après 2004, après 2005, après Pierre Guillemont-Montou, et qui va, à mon avis, changer encore avec son Curating Capitalism,
parce qu'il essaye de réorienter ce concret que ça produit. Mais voilà, c'est à la fois réintégré à ce moment-là, mais ça vient d'ailleurs, et je dois dire que c'est pas simple, parce que ce courant qui vient de la thérapie psychologique et du care est toujours très vivant, et que dans notre champ, il n'est pas, ou il n'est pas considéré du tout de la même manière. Je dirais que c'est une sorte de biais qui arrive et qui vient perturber le champ en l'enrichissant. J'ai une deuxième question, si je ne veux pas monopoliser la parole. C'est sur votre notion de légitimité. Est-ce que vous ne devriez pas un peu relativiser? Bon, je sais bien que c'est un papier qui a été fait, enfin, c'est une analyse sans doute relativement rapide, ce n'est pas l'aboutissement d'un long travail de recherche, d'après ce que j'ai compris, c'est une première cartographie qui est très utile. Bon, moi je dirais attention à considérer comme scientifiquement légitime un domaine ou un courant d'idées parce qu'un éditeur britannique ou anglo-américain a proposé de faire une handbook, quoi. Ce n'est pas tout à fait suffisant. Il y a d'autres courants de pensée, il y a d'autres sciences, il y a d'autres disciplines des sciences sociales, il y a des partenaires, il y a des parties prenantes à l'entreprise, il y a un monde des formateurs, enfin bref, il y a tout un tas de parties prenantes et de courants de pensée qui contribuent, on sait bien dans l'histoire des sciences, hein, à accorder ou pas une légitimité à une discipline ou à un courant de pensée. Et donc là, bon, on comprend bien vos 3 étapes, là, mais je pense que la notion de légitimité telle que vous l'utilisez devrait être un peu approfondie ou complétée, quoi. Oui, là, clairement, et je vais prendre la responsabilité là-dessus. C'est une caractérisation un peu rapide que j'ai mis dessus en mettant l'étiquette. Alors effectivement, c'est pas encore, et ça sera peut-être jamais un champ légitime au sens propre. Alors après, bon, faut préciser la communauté, parce que si on inclut dans les parties prenantes de la légitimité, par exemple l'entreprise et les acteurs dans l'entreprise, bon, on ne va pas avoir beaucoup d'écoles en théorie des organisations qui sont vraiment légitimes. Donc, ça pourrait être intéressant de l'utiliser justement pour préciser l'échelle et la communauté au sein de laquelle c'est légitime ou ça ne l'est pas encore. Mais effectivement, donc, soit peut-être l'utiliser, mais justement l'utiliser pour bien caractériser le niveau auquel on situe la reconnaissance et la légitimité de cette école-là. Donc oui, ça sera un pivot, à mon avis, à utiliser de manière critique pour préciser les choses. Là, c'était un peu rapide, voire abusif, effectivement. Alors, oui, donc je crois qu'il y a Marie-Pierre Vasselet qui voulait parler après, puis après Oui, merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui était rhizomique, mais néanmoins très claire. Moi, j'ai une petite question peut-être de précision. Comment est-ce que vous appelleriez votre slide, enfin le courant d'émergence? Est-ce que c'est quelque chose sur qui s'appellerait l'approche esthétique des organisations? Est-ce que c'est quelque chose de peut-être plus vaste et plus général sur les liens art et organisation? Moi, il y a une petite chose qui m'a étonnée, puis je me suis dit que ce n'était pas exactement le même champ, c'était que je n'ai pas vu beaucoup de références sur tous les travaux en industrie culturelle et artistique. Mais pourtant, il y a Becker, mais pourtant, il y a Capello. Il y a des choses qui sont aussi, qui s'apparentent un peu à de la sociologie des arts. Mais il n'y a pas du tout l'ensemble de ces travaux. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez peut-être essayer de préciser un petit peu et j'avais une deuxième petite question, alors, qui porte sur ce thème lié aux arts. Est-ce que dans ce champ, vous avez des personnes qui envisagent des méthodologies alternatives de transmission des résultats de la recherche plutôt que voilà, le traditionnel livre ou encore plus papier. Merci. Alors, juste par rapport à… Alors, je pense qu'il y a plusieurs biais qui jouent et aussi un manque de clarté de notre part. Alors, il y a le biais de qui on a choisi d'interroger. Et donc, spontanément, effectivement, c'est leur perspective. Alors, il se trouve que les trois s'articulent et se connectent, mais effectivement, le résultat est forcément un peu partiel et partial. On pourrait multiplier. Alors, j'aurais tendance à dire que ce qui nous intéressait, c'était quand même si on ne l'a pas formulé comme ça, dans cette approche un peu émergente,
vraiment le lien avec le management. C'est-à-dire art et management, esthétique, organisationnelle dans l'étude des organisations. Donc les industries culturelles là-dedans sont pas en plein, au sens où il n'y a pas forcément une articulation entre le secteur, l'activité et la manière dont le management, dont l'organisation est faite. Donc je le satelliserai un tout petit peu spontanément, mais effectivement, il y a une frontière à explorer, notamment avec Capello, parce que je pense que c'est là que la jonction se fait, parce que c'est de là qu'elle vient, elle, en fait. C'est de l'industrie culturelle, et d'ailleurs, dans son entretien, elle nous parle beaucoup des industries culturelles, mais ce qui nous intéressait, nous, c'était quand elle explorait le versant en lien avec le management. Et puis, comme l'a dit Philippe, c'est le moment où, quand on rejoint avec tout le courant SCOS, en gros, d'un coup, la dimension politique, et certains le disent avec Rancière aujourd'hui, émerge clairement. Pour ce qui est intéressant, c'est pour le partage des résultats de la recherche, il y a dans cette cartographie-là, mais il y a des gens qui font des choses plus ambitieuses, et je laisserai Philippe compléter ça, mais il y a finalement peu d'ambition à de révolutionner les supports. C'est-à-dire, si on regarde les bouquins ou les articles de Strati, on va trouver des visuels, on va trouver des photos dans les bouquins qui viennent apporter quelque chose sans non plus être purement réduite dans le discours comme un argument, mais en même temps, l'expérience esthétique est extrêmement limitée dans ces papiers-là, et je n'ai pas encore vu beaucoup de gens de ce côté-là aller vers vraiment de la vidéo, de la photo, etc. Je pense que Pierre Guillet de Montou est celui qui est le plus avancé dans la collaboration avec des artistes, notamment en termes de formation. On revient à cette question-là, où à Stockholm, il fait se rencontrer des étudiants, des artistes, des managers. Donc c'est vraiment intéressant. Mais Philippe a exploré un peu des supports alternatifs et des représentations et des présentations différentes de la recherche, sans monopoliser trop la parole. Je ne sais pas si Philippe, tu veux parler rapidement des expérimentations que tu as pu faire. J'allais te passer la parole pour des représentations différentes et alternatives des résultats de la recherche, et notamment Dysfunction Oui, j'ai une déconnexion, là, j'ai toujours oui, sur ce sujet, bien sûr, Pierre, ça intervient fondamentalement, et je vais faire une réponse en deux temps. Dans le schéma dans le rhizome de Johan tout à l'heure, on n'est pas obligé de le réafficher, mais tout à fait sur la droite, il y a un papier de Lindsted, donc Steven Lindsted, qui est un des acteurs de démarrage de ces courants-là, qui se positionne peut-être pas au centre de ce courant esthétique, mais qui est très important comme acteur, et qui sort un papier en 2018 dans Organization Studies, qui est un papier, à mon sens, qui est clé pour répondre à la question, c'est-à-dire que c'est un papier qui argumente de façon très construite en partant, du principe que maintenant qu'on reconnaît le lien entre des approches ethnographiques et artistiques des organisations, il considère un certain nombre de problématiques qui, maintenant que ça est acquis, émergent et doivent être traitées. Et ce papier-là de 2018 traite précisément la question du type de texte que ça devrait produire, en proposant un autre type de textualité, on va dire plus ouvert, plus hybride, et des textes, je dis textes entre guillemets, c'est lui qui l'utilise de cette façon-là, le terme, il va énoncer le fait que ces manières de publier la recherche doivent être affectifs, critiques et performatifs. Voilà, donc ça c'est pour le côté un peu la réponse théorisée. Donc, dans Org Studies, qui est quand même un endroit clé, très argumenté, très étayé, je vous conseille, c'est beaucoup plus raffiné que ce que je viens de grossièrement raconter. Et puis, sur un mode justement plus grossier et plus rapide, avec 3 collègues, on a fondé un journal alternatif, on pourrait dire, qui s'appelle Dysfunction, et qui vise
à publier des textes qui soient hybrides, c'est-à-dire qu'il y ait des textes qui résultent de collaboration entre des artistes et des chercheurs, ou des textes de chercheurs qui soient aussi artistiques, ou des textes ou des productions de chercheurs qui soient pas des textes, mais qui soient des vidéos ou des poèmes, ou etc. Voilà, petit journal Dysfunction qui est online, qui est à nouveau, comme je disais, pas du tout classé, qui est complètement minoritaire, alternatif, mais dans le courant duquel on peut mettre aussi la revue Organizational Aesthetic, qu'on avait citée en bas du rhizome, qui elle-même accepte, demande, sollicite des textes un peu alternatifs, différents, expérimentant d'autres choses. Donc oui, c'est un courant, il y a des supports pour ça, un petit peu à droite à gauche, qui commencent à émerger. Très bien. On va aller vite pour les questions, c'est possible. Donc, Ayla, Sandy. Oui, je voudrais d'abord saluer mes deux camarades. Bonjour. Salut. Ça fait plaisir de vous voir. Vous avez fait un super travail. C'est un truc de fou. C'est vachement bien. Il y a des questions qui sont déjà ressorties. Alors, ce n'est pas des questions pour taquiner, mais il se trouve que justement, elles sont sorties dans la discussion, cette différence entre esthétique et tout ce qu'on appelle les art-based, 3 petits points. Donc, il y a les art-based methods. Moi, je dirais plutôt que c'est les art-based methods qui inspirent le teaching et les interventions. Donc, bon, Philippe, ça, il fait ça super bien et il fait plein de trucs là-dessus. Juste par rapport à quand ça intervient dans l'enseignement, il y a un biais, je ressens ce que dit Philippe en disant cette espèce de biais qui vient tout perturber quand on veut avoir une approche basée sur l'art au sens large ou l'esthétique, parce que bon, ça fait partie des choses que j'aimerais discuter plus avant avec vous et en dehors peut-être de cette journée. C'est que c'est réduit, ça c'est notre biais gestionnaire, c'est réduit à un outil ou à un instrument. C'est-à-dire que ça ne change pas fondamentalement la façon, moi j'ai eu beaucoup de mal, c'est des choses que j'ai essayé de mettre en place, j'ai eu beaucoup de mal à instaurer une réelle façon d'apprendre et d'enseigner le management autrement, puisque dès qu'on introduit ce qui va être vu comme un outil ou un instrument artistique, en fait, on se limite là-dessus comme si ça suffisait à traduire tout ce qu'il y a dans la réelle démarche de la création, puisque ce qui peut être intéressant, c'est plutôt d'explorer le processus de création et comment est-ce que ça va venir nous intéresser que d'utiliser une technique, que ce soit, je ne sais pas, le dessin, le théâtre ou quoi d'autre. Mais ça n'enlève pas ma question sur les approches esthétiques. Donc, est-ce que les approches esthétiques, pour vous, c'est les approches sensibles, vous en faites la même chose? Ou est-ce que vous cherchez dans esthétique quelque chose où on va aller chercher en philosophie, avec un risque de se prendre nos collègues en art, qui, eux, ont une approche de l'esthétique, enfin, c'est vraiment une école. J'entends quand vous dites c'est bien art et management, esthétique et organisation. Mais il faut quand même définir ce qu'on veut entendre par esthétique dans ce champ-là. J'entends la dimension critique politique avec le capitalisme, le lien que vous faites avec les travaux de Capello. N'empêche que après le SCOS, il y a toute une tentative qu'on a faite, c'est là qu'on s'est rencontrés, Philippe, sur le standing group d'EGOS sur Art, Design and Organization. Et moi, je perds de vue la dimension Organization Studies dans les problématisations qui sont ouvertes à partir de la bibliographie que vous construisez. Je parlais d'approche esthétique et sensible parce qu'il y a vous savez, le manuel de Mary-Jo Hatch, où elle a un chapitre, son manuel sur les nouvelles approches en théorie des organes, il y a un chapitre sur les approches esthétiques. Donc ça pourrait aller dans le sens de Johan qui dit finalement c'est quelque chose de relativement facile, on va juste, même, on l'enseigne même comme en théorie des organisations, mais est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Voilà, et dans la présentation alternative des questions de la recherche en sciences de management,
moi, ça c'est mon sentiment, ça fait partie, je pense, des trucs les plus féconds à tirer de cette approche-là. Encore faut-il qu'on définisse qu'est-ce qu'on entend par art-based research. Est-ce que c'est guidé par l'art? Et qu'est-ce qu'on entend par l'art? Est-ce que c'est la création? Est-ce que c'est l'œuvre? Est-ce que c'est l'artiste? Puisque tu as une expérience différente, Philippe. Ou est-ce que c'est tout le corpus épistémologique et philosophique qui le sous-tend, qui est l'esthétique? Parce que du coup, la présentation alternative de nos résultats de recherche, comme ce qu'il nous disait sur le musée du management tout à l'heure, la façon dont on représente nos connaissances, ça pose la question de quelle conscience on a de nos connaissances, quel est le niveau de la réflexivité qu'on a sur notre connaissance, le processus de fabrique de cette connaissance, et qu'est-ce qu'on restitue, et donc ça rejoint aussi le teaching de qu'est-ce qu'on enseigne par rapport à ça. J'ai été longue, c'est une remarque, c'est pas une question. On peut dire qu'il faut qu'on prenne un café en terrasse, en verre, voilà. Et je trouve ça génial, votre bibliographie. C'est le truc que tout le monde rêvait de faire. Ça, pour le coup, ça va aider. Tout le monde va vouloir venir vous embrasser pour vous remercier d'avoir fait ce travail de biblio. Voilà. Alors, avant qu'on aille prendre le verre au café, moi je dirais juste qu'un bon nombre des questions que tu soulèves, comme par exemple, est-ce qu'on parle d'esthétique, ou est-ce qu'on parle de sensibilité, ou est-ce qu'on parle d'action, ben, les bouquins de Pierre, par exemple, Yann Montou, questionnent exactement les différents aspects simultanément. Enfin, pas simultanément, mais les questionnent tous. Il est bien question d'aller se demander ce que c'est que l'esthétique, et il est bien question aussi d'aller chercher ce que c'est le domaine du sensible, et il est bien question aussi de se demander ce que ça change dans les postures, et de comment l'enseigner, et de comment le diffuser. Donc, tous les bouquins ne le font pas tous, mais dans cette biblio qui est embryonnaire, qui n'est pas complète, ces points-là sont tous abordés. C'est pour ça que c'est un champ dont on peut parler comme un champ, je crois. Johan, tu as peut-être… Voilà la tête de Cédric sur le timing. Je propose qu'effectivement, on aille prendre un café dès qu'on le pourra. Parce qu'il y a plein de choses, qu'il faudrait qu'on développe. Et moi, j'ai pas mal de questions pour affiner ce travail-là. Donc, on en parlera plus tard. Je ne veux pas prendre tout le temps de… Mais encore une fois, bon, je ne maîtrise pas du tout l'esthétique, enfin l'esthétique organisationnelle. Merci d'avoir montré, d'une certaine manière, montré ce que ça peut aider une cartographie historique sur de l'histoire relativement récente. Merci. Et François, moi, je vois que François a la main. On aura d'autres occasions. Ça va être très court. Dans ce champ que vous avez défini, là, que vous avez présenté, quelle est la part quelle est la part peut-être en pourcentage, même si vous avez des éléments d'approximation, correspondant aux représentations des organisations qui peuvent être faites grâce à des pratiques esthétiques. Quelle est la part, par exemple, de l'utilisation du cinéma pour rendre compte de pratiques organisationnelles? Quelle est la part des romans, de l'écriture, etc. Quelle est la part donc dans la représentation par rapport aux autres parts que vous avez évoquées, le côté thérapeutique, etc. Là, c'est pas du tout. Je pense pas on n'a pas la réponse aujourd'hui. C'est une bonne question. La part, comme ça a priori, je vais répondre à chaud. Je pense que dans toute cette littérature, la part est pas majeure, est pas majoritaire, ou disons qu'elle se situe en dessous de la moitié. Antonio, Pierre se réfère beaucoup aux représentations des organisations dans les formes artistiques, mais pas forcément les autres et pas forcément à chaque fois. Mais par contre, on n'a pas évalué, on n'a pas de chiffres précis. C'est pas, en tout cas, c'est pas la source majeure de la réflexion. Ouais, parce que l'idée, c'est en quoi les représentations artistiques permettent un accès à une connaissance que ne permet pas l'accès rationnel classique. Tout à fait. Mais ils l'ont abordé plutôt peut-être pas par les représentations,